En 2012, je suis devenu co-CTO de Malte. Pendant 18 mois, cette aventure ressemblait pour moi au stéréotype des startups de cinéma. Vous savez, travailler en mode garage, débrouiller système D le soir et le week-end pendant que je gagnais de quoi vivre en bossant en tant que freelance à côté. Et puis, bonne nouvelle, en 2014, on lève de l'argent. J'ai plus besoin de bosser en freelance à côté. Je découvre un autre monde, celui du venture capital et des levées de fonds. Je découvre comment on crée une startup, je découvre des métiers dont j'avais jamais entendu parler avant. Et puis est venu 2017, et on est passé de startup à scale-up. Si startup c'est le décollage, scale-up c'est le moment où il faut passer à l'échelle. Bon, scale ça veut dire littéralement échelle, donc merci Captain Obvious. Et pourquoi est-ce que je décide que c'est 2017 et pas 2016 ou 2018 ? Parce que dans les faits, il n'y a personne qui vient vous remettre un certificat et qui vous dit « ça y est, vous êtes une scale-up ». Bon, déjà parce que c'est moi qui raconte, donc je fais ce que je veux. Et ensuite parce que factuellement, on a passé le cap symbolique des 50 personnes. Vous saviez, vous, que 99% des entreprises en France, elles font moins de 50 personnes ? Et puis en 2017, on dépasse le cap des 3 ans, qui est aussi un cap assez symbolique à passer. Et enfin parce qu'on lève 5 millions d'euros fin 2016, ce qui préfigure que la boîte, elle va continuer à grandir. Beaucoup. Malte avait déjà doublé de taille chaque année entre 2013 et 2017. Mais passer de 3 à 6, puis de 6 à 12, ou de 12 à 24, ça reste faussement compréhensible par l'esprit humain. Je dis faussement parce que l'humain a toujours du mal à comprendre les croissances non linéaires. Or, doubler chaque année est une croissance non linéaire. Et c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à 2020. Oui, il s'est passé 2-3 bricoles en 2020. Vous trouverez peut-être 2-3 informations là-dessus si vous cherchez un peu sur Internet. Peut-être. Nous sommes en guerre. Toujours est-il qu'en 2016, on passe le cap des 25 personnes. Et doubler encore une fois, ça veut dire atteindre 50 personnes en 2017. Et sans doute 100 en 2018. Le fun dans tout ça, c'est que les personnes qui sont dans la startup, elles doivent gagner en maturité à la même vitesse que l'entreprise grandit. Donc de façon non linéaire. Ça met une petite pression. Vous connaissez la loi de Brooks ? Cette loi démontre que la complexité des interactions augmente significativement avec le nombre de personnes dans un groupe. À 3 personnes, il y a 3 interactions possibles. À 7 personnes, il y a maintenant 21 interactions possibles. Et là, vous commencez à comprendre le problème. On n'est à nouveau pas dans une relation linéaire. Ce qui fait qu'avec seulement 14 personnes, vous avez déjà 91 interactions possibles. Par expérience, entre 50 et 100, ça commence à piquer. Passé ce seuil, j'ai dû diminuer mon temps de développement aux alentours de 60%. J'étais plutôt celui qui mettait de l'huile dans les rouages, celui qui chopait une info quelque part et qui savait qui en avait besoin. J'étais celui capable de résoudre tel ou tel problème de telle personne parce que je connaissais le système comme ma poche. Et puis il fallait aussi remplir les trous partout. Il faut des nouveaux locaux, il n'y a personne à Lyon pour s'en occuper. Ok, je m'en charge. Il faut aller acheter des tables et les monter, pas de problème. Il manque une personne pour le support utilisateur. Ok, j'y vais. Lorsqu'une personne rejoignait l'équipe, je me présentais souvent comme le Géo, gentil organisateur de l'équipe. Bon, j'ai l'impression que plus personne n'a la ref aujourd'hui quand je parle de Géo. Alors voilà, Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire... Bref, bien sûr que le temps passé à coder le site, il a fortement diminué, si on regarde le nombre de commits notamment. Mais mon impact était encore assez haut, parce que, et j'espère que c'est pas un scoop, mais on ne mesure pas l'impact d'un dev au nombre de lignes qu'il écrit. Par contre, à cette taille, vous savez ce que j'ai trouvé compliqué ? À chaque fois que je parlais, c'était avec une casquette différente. Parfois développeur, parfois CTO, parfois product manager, parfois fondateur. Il faut sans arrêt changer de point de vue et souvent dans la même discussion. Les premières personnes qui nous ont rejoints, elles étaient plutôt habituées à ça. Mais au fil des années, c'était de moins en moins vrai. Tous les nouveaux arrivants, ils n'arrivaient pas à faire la distinction. Est-ce qu'il vient de s'exprimer en tant que fondateur ou simplement comme un participant à la discussion ? Est-ce qu'il a donné un avis, une recommandation ou une direction ? Sans parler de la distorsion qui se fait avec le temps entre ce que j'étais, un ex-dev freelance qui apprenait à créer une startup, et la perception des individus à mon égard. Entre d'un côté moi, qui essaie de participer à un groupe de travail avec l'impression d'être toujours dans une petite entreprise de 10 personnes, et de l'autre, des personnes qui me voient comme le co-créateur d'une entreprise de plusieurs centaines de personnes, donc dont la vie ne peut pas être remise en cause. Il faut que j'ouvre une parenthèse ici. J'aimerais rappeler la citation qui est souvent attribuée à Steve Jobs. Cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Vous les embauchez pour qu'ils vous disent quoi faire. C'est un principe qui m'a toujours inspiré. C'est important pour moi de trouver des personnes qui puissent être autonomes, que tu mets dans un même environnement, que tu remues au shaker, pas à la cuillère, et qui fait des miracles. Mais j'ai mis du temps à comprendre que la citation était incomplète. Laissez-moi vous expliquer la différence entre autonomie et indépendance. Pour ça, on va reprendre cette illustration célèbre d'Henrik Nieberg. Il place les équipes sur 2 axes, un sur l'autonomie, un sur ce qu'il appelle l'alignement. Alors on pourrait traduire l'alignement par donner un cap si vous préférez. Ok, vous êtes tous autonomes, mais par contre, il faut qu'on aille dans la même direction. Et le but de notre équipe, c'est par exemple de traverser la rivière. Une équipe non autonome, une personne va leur dire exactement comment traverser la rivière. Ça, c'est la situation que j'ai toujours voulu fuir.
Et pendant un temps, je crois que j'attendais que ces personnes trouvent d'elles-mêmes, par miracle, la direction où aller. Je n'assumais pas d'être la personne qui donne la vision. Et ce que j'avais pas compris, c'est que sur une petite structure, ça marche parce qu'on se parle tous les jours. Donc effectivement, la vision, c'est-à-dire il faut traverser la rivière, implicitement tout le monde la connaît. Mais à partir d'une certaine taille, l'implicite ne fonctionne plus. Il y a trop d'informations dans l'entreprise, il faut beaucoup plus assumer le rôle d'être de celui qui donne la direction. Sinon c'est facile de se retrouver dans cette partie du dessin où tu es juste en train d'espérer que les gens aillent au bon endroit. Et à l'inverse, il fallait faire preuve de retenue, voire même que je m'écarte de certains groupes de discussion pour éviter de tomber dans la case où on aurait pu considérer que je donnais toutes les instructions nécessaires à passer la rivière. Bon, il se trouve que j'ai eu la chance d'être plutôt bien entouré. À ce stade de l'histoire, je me dois de présenter Maxime et Nicolas, qui m'ont permis de passer un cap. Et je pense que je peux dire que c'est entre 2016 et 2018 que je suis passé progressivement de bon tech lead à véritablement CTO de startup, en partie grâce à eux. « 2019. Malte, c'est à ce moment-là une centaine de personnes. Presque la moitié dans l'équipe produit. Et on lève 25 millions d'euros. À ce moment-là, on sait qu'on va passer de 100 à 200 personnes en un an. Vous connaissez le nombre de Dunbar? Dunbar, c'est un anthropologue britannique et il a étudié des grands groupes d'individus. Et de lui, on connaît ce fameux nombre de Dunbar. C'est le nombre maximum de personnes avec lesquelles on peut avoir une relation humaine stable. Dunbar estime ce nombre à 150. Mais quel rapport avec notre histoire? Eh bien, dans la vie d'une boîte, je dirais que le cap des 50 personnes est difficile à franchir pour des raisons économiques. Il n'existe que 0,7% des boîtes en France qui dépassent ce seuil. Mais ensuite, il y a le cap des 150 qui est compliqué à passer, parce que ça devient très dur de connaître tout le monde, et donc ça change radicalement la façon de travailler ensemble. Et de mon côté, je savais aussi une chose, pour l'avoir déjà vécu ailleurs. Développer un produit, c'est pas juste avoir une bande de mercenaires qui bossent dans leur coin. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est une activité d'équipe. À 5, c'est facile. Mais après, vous pouvez avoir tous les meilleurs talents du monde, ça ne suffit pas. Une mauvaise organisation peut littéralement flinguer une excellente équipe. Il y a des centaines de témoignages de tech lead, de CTO, de VP partout dans le monde qui vont tous s'accorder là-dessus. Bien organisé, vous multipliez la valeur de chaque individu. Mal organisé, vous la divisez. Et le réflexe naturel pour plein de gens, c'est de se dire « Ok, pour résoudre ça, on va créer plein de process de partout pour dire qui peut parler à qui, quand et pourquoi, et qui ne devrait pas parler à qui. » Et ça, pour moi, c'est la solution où tu commences à créer un enfer qui est encore plus pénible que le problème d'origine. J'ai démarré chez Malte et j'avais déjà 10 ans d'expérience. J'ai bossé dans des boîtes où juste avoir une machine, ça pouvait prendre des mois. J'ai vu des boîtes passer des dizaines d'heures de réunion pour prendre une décision. Il y avait un truc que je voulais pas reproduire, c'était cette complexité que crée chaque entreprise dès qu'elle grandit, pour essayer de tout codifier, tout ranger dans des petites boîtes absurdes. La complexité tue les boîtes à petit feu. Pour ma part, je suis partisan du pain in the ass driven development. Il ne faut résoudre un problème que quand il se présente. Et il faut constamment simplifier quand c'est à nouveau possible. Il faut limiter la structure. Limiter les personnes dont le seul métier c'est de mettre en place des process et de les contrôler. Il ne faut jamais les mettre en position de prendre des décisions. Mais de l'autre côté du spectre, il faut bien comprendre que ne serait-ce que 10 personnes sur un an, c'est 1 million d'euros d'investissement annuel minimum pour une entreprise. Une mauvaise organisation, les mauvaises personnes au mauvais endroit, une mauvaise vision produit, c'est très rapidement des millions d'euros qui peuvent partir en fumée. Je parle d'organisation, je parle de méthode, je parle pas de process. Je parle pas de ces aberrations comme SAFe, ou les coachs agiles, les product owners, les diagrammes de Gantt ou les steering committee, et autres joyeusetés. Cette complexité tue les boîtes à petit feu. La clé, encore une fois, c'est pas les process. C'est d'avoir des gens qui savent faire, et qui le font très bien. C'est l'humain. Les process sont là pour compenser quand on n'arrive pas à recoder correctement. Il y a ce mythe que ça suffira pour passer à l'échelle. La vérité, c'est que ça marche pas. Pire, ça a tendance à faire partir les gens dont on a vraiment besoin. Attention, je mets pas dans le même panier process et méthode. Quand je rencontre un problème, je le résous avec une approche méthodique. J'applique une recette de cuisine et cette recette, je sais l'adapter. Si j'ai un problème de performance, je sais qu'il faut découper en sous-problèmes, mesurer l'importance de chaque sous-problème et traiter ensuite ce qui coûte le plus cher. C'est une approche méthodologique qui me permet de traiter tous les problèmes qui se ressemblent et qui reposent sur ma capacité, à savoir quand appliquer telle ou telle approche. La méthode de résolution d'un problème est plus importante que la technique elle-même. Une équipe produit, de la même façon, pour qu'elle marche bien, ça nécessite une coordination et une animation impeccable. Ça nécessite une méthode de travail et des personnes qui savent prendre le recul pour savoir comment les appliquer, quand ne pas les appliquer. Créer une équipe produit efficace, c'est pas juste assembler des gens doués. Et le pire, c'est que dans une startup tech comme Malte, une équipe de développement produit, c'est souvent entre 25 et 50% de l'effectif total lors des premières phases de sa vie. C'est l'une des équipes qui doit monter le plus vite en maturité sur ses méthodes de travail. Encore une fois, c'est pas juste des mercenaires qui bossent chacun de leur côté. Chaque personne, chaque décision a une influence sur une autre personne du groupe à court ou moyen terme. Et la quasi-totalité des personnes dans une startup tech repose sur les produits ou des outils réalisés par cette équipe. Bref, c'est une mécanique plutôt complexe. Ça nécessite de faire autant de veille sur le sujet que le temps qu'on peut passer sur de la veille techno.
Ça nécessite de passer du temps à discuter avec d'autres personnes et d'autres entreprises qui rencontrent les mêmes difficultés. J'ai passé, et je passe encore beaucoup de temps à rencontrer d'autres CTO pour échanger. C'est devenu une part importante de mon job. Par contre, j'ai commencé à comprendre quelque chose à ce moment-là. Avec l'entreprise qui grandissait, il y avait de moins en moins de place pour un couteau suisse multifonction. C'est plus possible de développer le produit, recruter, dessiner une organisation, établir une stratégie, etc., etc., etc. La polyvalence, c'est l'apanage des startups. Mais en scale-up, il faut des spécialistes à chaque rôle. C'est pas qu'on est devenu forcément mauvais, mais le temps disponible dans une journée n'est pas extensible. J'aurais peut-être pu continuer à tout faire, mais pas en même temps. Ou alors en faisant tout mal. Or, les attentes sur le niveau de qualité augmentent. Une scale-up embauche des personnes de plus en plus pointues. Il faut bien comprendre que réaliser une croissance non linéaire n'est pas un exercice facile, et qu'il est plus facile d'aller chercher des personnes ayant déjà connu l'expérience ailleurs que tout apprendre sur le tas. Et c'est pas juste une question de plus facile ou pas, c'est nécessaire si on veut pas tuer la croissance et l'entreprise. Donc à partir d'un moment, on a commencé à embaucher des personnes venant de Google, Talend, Facebook, Mozilla et j'en passe. Donc à un moment, être un CTO multitâche, pas spécialiste, moins capé que les gens qui rejoignent l'aventure, c'est pas une situation confortable. Et c'est pas ce qu'a dans la boîte. Il y a un moment où j'ai réalisé que je devais ou devrais faire des choix. Je devais lâcher des métiers que je faisais correctement, mais plus au niveau attendu pour me concentrer sur ce que je faisais vraiment bien. Et chaque CTO fondateur fera un choix différent, en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Certains vont décider de se concentrer sur la définition du produit et devenir CPO. D'autres trouvent leur motivation dans la gestion des individus et de l'organisation et vont devenir VP Engineering. J'en connais même qui ont pris d'autres fonctions dans l'entreprise, sur la gestion des opérations par exemple en tant que COO. Et dans tous les cas, même si en tant que créateur de l'entreprise on nous laisse une chance supplémentaire d'y arriver, il va falloir apprendre vite et le faire au niveau attendu à cette taille. Sinon l'expérience ça va pas durer. J'ai fait le choix de ne plus m'occuper de l'organisation de l'équipe en 2020 et j'ai fait venir un VP Engineering pour s'occuper de l'animation de l'équipe et de ses méthodes de travail. Ça, c'était un choix conscient. Mais j'ai eu aussi à faire avec des choix contraints. Il faut aussi continuer à remplir les trous. Différents départs m'ont laissé éloigné du développement pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse enfin y revenir en 2022. Mais il y a encore des choix à faire, et je vais en reparler en fin de vidéo. Avant ça, je dois aborder un autre sujet. Cette vidéo est la seconde d'une petite série qui parle du rôle de CTO de startup à scale-up, de 0 à 600 personnes. Dans la première vidéo, j'ai parlé du salaire en startup, et je me devais d'être tout autant transparent dans cette seconde vidéo sur le salaire en scale-up. Le salaire moyen en France pour un CTO est de 80K selon Glassdoor. Ça inclut toutes les situations, donc des CTO avec quelques années d'expérience, dans des micro-boîtes avec 5 collaborateurs, autant que des CTO cumulant plus de 20 ans d'expérience dans des scale-up et des grands groupes. Si on veut un peu de détails, on peut aller regarder du côté de TechRox, qui donne également une moyenne à 82K. Par contre, l'étude précise qu'un CTO avec plus de 15 ans d'expérience, ou dans une startup ayant dépassé la série C, ou avec une équipe de plus de 30 personnes, dépasse la barre des 100K. Le cumul des trois permet de rentrer dans la tranche des 150 à 200K. C'est pas mon cas. Je suis passé progressivement de 75 à 100K entre 2017 et 2021, puis je suis resté à ce niveau. Pourquoi ? Parce que cette étude ne prend pas forcément en compte la situation des CTO qui sont également fondateurs de leur entreprise. Parce que virtuellement, une partie de mes revenus futurs repose sur des petits bouts de papier qui représentent une part de Malte. Bon mais, je referme cette parenthèse. Et maintenant, c'est une bonne question. Vous savez combien on est maintenant ? Environ 600. On est entré dans le club très fermé des 0,1% de boîtes en France avec plus de 500 salariés. C'est un autre monde, inconnu en grande partie pour moi. C'est d'ailleurs toujours amusant d'être contacté par des personnes qui me demandent un avis d'expert sur comment faire ceci ou cela. Je vais vous dire un secret, j'en sais foutre rien. J'apprends sur le tas. J'ai expérimenté pendant des années, j'ai fait des choses bien et d'autres moins bien aussi. Ce que je sais aussi par contre, c'est que je suis câblé pour explorer, prendre des risques, réfléchir à la meilleure manière de résoudre des problèmes, casser des trucs, changer d'avis, recommencer. Et est-ce qu'une entreprise de 700 personnes a encore besoin de ça ? Toutes ces questions m'ont bien travaillé, et je suis arrivé à une conclusion. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Sur ce, vous pouvez retourner à une activité normale. Bye.